Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. On va débuter le cycle des aberrations en commençant par la toute première qui est sortie dans l'univers de Briscard, à savoir l'aberration symbiotique. Cette aberration, qui est la première sortie par l'équipe de TGCM, est parfaite pour découvrir en fait ce mode de jeu un peu particulier, puisqu'elle propose des défis, on va le voir, relativement équilibrés, et elle permet de bien appréhender les bases pour jouer et affronter une aberration avec un groupe de briscards relativement réduit par rapport à d'autres aberrations qui demandent une collection un petit peu plus conséquente et qui permet un petit peu plus de possibilités. Voilà. Donc cette aberration symbiotique, elle est basée, comme son nom l'indique, sur le domaine de la symbiose. En tout cas, elle est liée à la magie de la symbiose. C'est, comme son domaine de magie, une aberration qui va être très orientée sur la résilience. Globalement, de nombreuses capacités de soins, de nombreuses capacités d'amélioration, une grande capacité à encaisser les dégâts ou en tout cas à les soigner, hein. Et ça va bien se représenter par la caractéristique, les caractéristiques générales de cette aberration, comme on va le voir. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire une présentation relativement générale de l'aberration, puis à la fin, on va voir un peu ses forces, ses faiblesses et comment l'affronter. On va garder un peu ce système pour l'ensemble des trois aberrations qui sont déjà sorties, en attendant la fameuse quatrième aberration sur le domaine de la nature et des forces élémentaires. Alors, l'aberration symbiotique, elle, est relativement standard, on va dire, au niveau de sa composition, puisqu'elle est composée d'un corps, forcément, de deux têtes, trois bras et deux jambes. Elle possède des caractéristiques, on va dire, relativement faibles pour une aberration, hein. C'est vrai que quand elle est sortie, ça paraissait assez violent, avec une constitution minimum de 8, qui pouvait monter à 9 et surtout une force qui passait de 8 jusqu'au niveau 10. Au niveau 3, c'est la première fois qu'on voit une caractéristique à 10 d'ailleurs dans l'univers. Et un mental qui est plus que correct, avec un mental minimum de 5 et qui monte au niveau 3 à 6. Voilà, sa faiblesse, entre guillemets, c'est la dextérité, avec une dextérité à 3 qui peut monter à 4 au niveau 3, et quand même une agressivité assez élevée, hein, à 2, 3 et 4 au niveau 3. On le voit tout de suite, hein, elle fait une grande force dans sa constitution, donc sa capacité à encaisser, à défendre, une grande force pour taper au corps à corps, qui lui permet en tout cas de taper très fort au corps à corps. Par contre, ses capacités d'esquive et de contre sont relativement réduites à cause de sa dextérité. Mais la chose qu'il faut surtout retenir et qui fait la caractéristique principale de cette aberration, c'est son mental. Un mental très élevé, et elle se couple à deux têtes. Voilà. Deux têtes qui vont nous permettre de parler un petit peu des particularités de cette aberration. C'est une tête de bois et une tête de pierre. Globalement, chacun des membres de cette aberration va être soit de bois, soit de pierre, et ça va lui donner une capacité. La tête de bois, comme vous pouvez le voir, hein, ça lui donne en fait une capacité de régénération au moment où elle se réactive, hein. Elle va se soigner de 3 points de vie, il me semble, au début de chacune de ses activations. Donc, elle n'a pas de capacité à encaisser plus que ça. Par contre, si elle n'est pas détruite, elle va se soigner gratuitement et automatiquement. Au contraire, la tête de pierre, c'est une protection passive avec la capacité dure comme le roc qui la protège de 2 dégâts à toutes les attaques qu'elle va subir. Donc dès qu'elle va subir des dégâts, on réduit de 2. Hein, globalement, c'est une armure qui réduit de 2 tout le temps, de manière automatique. C'est extrêmement fort. Voilà. Et en plus, bah forcément, la pierre est immunisée au feu. Contrairement au bois, hein, ça me paraît logique, on aurait même pu imaginer que le bois était vulnérable au feu et que genre les dégâts étaient doublés, mais non. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est les deux caractéristiques bois-pierre qu'on va voir sur tous les membres. Il y aura forcément à chaque fois au moins une tête, un bras et une jambe de bois et au moins une de pierre. Les têtes, globalement, n'ont pas de capacité particulière, elles n'ont pas d'attaque particulière en dehors, ni de capacité en dehors de leur effet bois-pierre. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a deux, hein. Il y a deux têtes, et comme, rappelez-vous, comme on a vu dans les présentations générales, les têtes, c'est ce qui permet de lancer des sorts.
Donc même au niveau 1, comme il y a deux têtes qui s'activeront forcément en même temps, elle a 12 points d'action pour lancer des sorts. Donc c'est une aberration qui a un potentiel de magie, de lancement de sorts extrêmement élevé, avec au minimum 12 points d'action à chaque fois pour lancer ça. Enfin même au maximum, puisqu'elle ne gagne pas de points d'action, les têtes en fonction des niveaux. Heureusement d'ailleurs. Mais 12 points d'action, c'est un pool extrêmement important pour pouvoir justement lancer des sorts de symbiose. Et comme on le verra plus tard, et comme pour les joueurs qui ont déjà utilisé un peu la symbiose, se rend compte, hein, c'est de la magie qui est déjà de base très forte. C'est une magie très puissante et qui va être l'une des principales forces d'ailleurs de cette aberration. Voilà. À côté de ces têtes, donc, nous avons les jambes. Donc les jambes de bois et les jambes de pierre. Donc pareil, c'est les mêmes caractéristiques bois et pierre. Très peu de points d'action, hein, logique. Globalement, les jambes vont avoir pour rôle, principalement en tout cas dans les premiers tours, à l'aberration de se déplacer. Hein. Et on voit que le mouvement est extrêmement faible, puisque chaque jambe a un mouvement de 1. Ce qui fait que tant que les deux jambes sont en vie, entre guillemets, hein, si on peut dire qu'une aberration est en vie, l'aberration va se déplacer que de 2 brasses à chaque activation, en tout cas, et lors de l'activation des jambes en même temps. C'est un mouvement quand même qu'on voit qui est très faible, hein, et dès qu'une jambe tombe, on passe à un mouvement de 1. Et quand il n'y a plus de jambes, l'aberration ne se déplace plus. On va le voir, on en reparlera plus tard, mais c'est d'ailleurs l'une des principales faiblesses de cette aberration, combinée à ses autres capacités. Voilà. En dehors de ça, pas grand chose à dire. Elle gagne quand même des points d'action, ces jambes, en montant de niveau, ce qui leur permet d'être un petit peu plus mobiles au niveau 2 et au niveau 3. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire, puisque globalement, ces jambes, c'est comme les têtes, elles n'ont pas de capacité particulière. Et à part les têtes pour donner des coups de boule et les coups de pied pour les jambes, au niveau agressivité, elles ne peuvent pas faire grand chose. Mais c'est pas leur rôle principal. Et à côté de ça, donc, il y a 3 bras. Donc, comme on va le voir là tout de suite, les bras, c'est la principale force de frappe de cette aberration, avec 2 bras de bois et 1 bras de pierre. Donc le bras de pierre, on va commencer par lui. Globalement, une seule attaque particulière, en plus du coup de poing, qui va être générique, hein, forcément pour chaque bras. C'est un bras qui va donner une attaque à 3 points d'action et qui va infliger non seulement 2d10 points de dégâts, hein, donc ça fait pas rigoler, et en plus ça va sonner la cible. Donc ça va taper très fort. Par contre, que 6 points d'action, et ça n'en gagne pas au niveau 2, au niveau 3. Donc au maximum, ça tape 2 fois. Mais potentiellement, 40 points de dégâts, ça va de 4 à 40 points de dégâts, quoi. Mais déjà, ça tape dur. Hein, même quelqu'un qui a une armure, ça peut taper assez fort. Et au niveau des bras de bois, c'est simple, hein, il y a l'équivalent du bras de pierre avec une frappe pareille qui coûte 3 points d'action. Non, qui coûte que 2 points d'action, avec la frappe épineuse, et qui permet de faire 7 dégâts et saignement 2, hein, avec 7 points d'action. Donc de toute façon, qui pourra faire que 2 attaques maximum. Et surtout, le deuxième bras de bois, qui lui va taper un petit peu moins fort, entre guillemets, avec 1d10 plus 1 dégât, mais c'est des dégâts de zone. Et tous les briscards dans la zone de contrôle vont prendre la baffe. On rappelle, l'aberration a une zone de contrôle de 2 brasses. Donc ça peut faire potentiellement énormément de briscards dans la zone qui peuvent prendre les baffes. Voilà. Mais on le voit encore, assez peu de points d'action. Et ça n'en gagne pas au niveau 2 ou au niveau 3. Voilà. Donc là, ce qu'on voit par rapport déjà à tout ça, c'est peu de points d'action, des attaques qui coûtent très cher, un mouvement assez réduit. Mais voilà, ça peut compenser par des contres, hein. On a vu, le contre est un petit peu moins fort en seuil, ça se défend un peu mieux que... Enfin, le seuil, il monte pas trop avec la dextérité, mais effectivement, quitte à faire des baffes à 3 points d'action, il fait le même effet en se défendant. Donc, l'aberration, tant que vous êtes au corps à corps et qu'elle a des points d'action pour se défendre, notamment avec les bras, elle peut faire potentiellement très mal si elle arrive à défendre l'attaque en contre.
Donc, toujours faire attention à ça là-dessus. Par contre, voilà, que serait un monstre sans ces petits mignons, hein, et l'aberration symbiotique en possède deux. L'anomalie champignon et l'anomalie bûchette. C'est comme ça que je les appelais. Hein. C'est des anomalies symbiotiques. Il y en a une qui a une forme de bûche et l'autre de champignon. On va commencer par l'anomalie de bûchette, hein, que vous voyez à gauche sur l'écran. Globalement, au niveau des caractéristiques, c'est des caractéristiques assez importantes, avec une constitution de 4, une force de 4. Hein, c'est surtout ça qui nous intéresse, une dextérité un peu faible, mais un mouvement uniquement de 2. Donc une anomalie qui se déplace assez peu, assez lentement on va dire, mais qui va potentiellement taper très fort. Pour un petit mignon, un seuil de 8 pour une attaque au corps à corps, c'est quand même pas mal. Une constitution de 5, elle va encaisser avec ses 15 points de vie, pardon. Mais c'est surtout son attaque qui inflige 3 points de dégâts et qui empoisonne la victime. Ça, c'est le détail qui va être important dans cette aberration. Hein. Et elle a une capacité qui, lors de sa charge, elle va rajouter sa constitution en dégâts. C'est-à-dire que la première fois que cette anomalie va vous charger et va taper, potentiellement, elle va faire 3 de dégâts plus 5, elle va monter à 8. Donc c'est un mignon qui va avoir du mal à aller au corps à corps, mais quand il vous engage, potentiellement, il peut faire très mal. Et le simple fait d'être dans sa zone de contrôle empoisonne immédiatement sa cible tant qu'elle reste dans la zone. Donc, elle vous engage, vous êtes empoisonné. Tant que vous restez dedans, vous êtes empoisonné. Et de toute façon, si elle arrive à vous faire une attaque, elle vous empoisonne. Voilà. Bref, c'est une anomalie qui tape assez fort, hein, pour un petit mignon, hein, mais qui va mettre du temps à vous engager. Après, le truc, c'est pareil, c'est sûr que si l'aberration la crée en début de partie, qu'elle est à l'autre bout de la table, elle va avoir du mal à venir jusqu'à vous. Par contre, une fois qu'elle est engagée, si elle invoque l'anomalie juste à côté de vous, bah, elle vous engage direct. Et la deuxième anomalie, l'anomalie champignon, qui est beaucoup plus, on va dire, perfide. Elle a des caractéristiques un peu moins impressionnantes au départ. Elle se déplace un petit peu plus vite. Par contre, elle a une attaque de tir. Donc déjà, elle a une portée de 0 à 3 brasses. 0, c'est-à-dire qu'elle peut tirer au corps à corps, a priori. Des attaques qui font que 3 de dégâts, rien d'impressionnant. Par contre, pareil, comme l'autre anomalie, elle empoisonne. Et en plus de ça, c'est une plante toxique qui fait que tous les briscards dans les deux brasses sont empoisonnés tant qu'elle reste dans cette zone. Donc c'est pas dans la zone de contrôle de l'anomalie, c'est dans une zone de deux brasses. Donc la zone d'empoisonnement avec ces spores toxiques là finalement est extrêmement importante et ça peut empoisonner une bonne partie de votre bande si vous faites pas gaffe. En plus des tirs qui ont une portée de 3 brasses qui peuvent vous empoisonner. Et petite cerise sur le gâteau empoisonné, c'est que l'aberration là, enfin l'anomalie là, pardon, si elle vous engage, elle peut vous tirer dessus. Et en plus, pour se désengager, voilà, il y a un bonus à cette anomalie pour se défendre des désengagements de plus 5. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de se sortir via un désengagement. Il y a toujours la feinte, mais la feinte, ça coûte plus de points d'action, sauf personnage particulier. Donc c'est une anomalie qui va être là aussi pour vous engluer, pour vous empoisonner. Parce qu'on rappelle, hein, elle vous engage, vous êtes empoisonné. Donc vous avez -1 toutes vos caractéristiques, et en plus elle a +5 pour défendre un désengagement. Bref, très compliqué de sortir de la zone de contrôle de cette anomalie. Après, vous pouvez tout simplement décider de lui défoncer la tête. Hein. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qu'on voit globalement avec cette anomalie et sa copine Bûchette, c'est que c'est une pourvoyeuse de poison. Et ça va être l'une des forces. Parce que cette aberration va énormément empoisonner via les anomalies, via ses capacités, via ses sorts. Et elle va globalement pourrir votre bande au fur et à mesure. Et avec le temps qui passe, plus vous aurez de poison, plus vous aurez de stacks, plus vous aurez de difficultés à affronter ces anomalies et cette aberration. Bref, les anomalies de l'aberration symbiotique ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Il faut savoir jouer avec en tant que joueur aberration, et il faut savoir jouer contre, il ne faut pas les ignorer. Les ignorer, c'est une catastrophe. Voilà. La deuxième force qu'on va voir
qu'on a vu déjà de l'aberration, c'est sa magie. Donc, au niveau de la magie, c'est la magie symbiotique et l'aberration symbiotique a accès à tous les sorts de symbiose. Alors, les sorts de base, forcément, elle les a gratuitement, elle les connaît. Tous les autres, elle peut les acheter. Mais c'est aussi les sorts qui sont, en théorie, spécifiques à un briscard. Et de souvenirs, en symbiotique, je crois qu'il y en a 3 qui sont spécifiques à un briscard. Il y a le sort de mimétisme de Scorpen, il me semble. Le sort de Profondis de l'autre sorcier d'Asiatis des Ictiens. Et le sort de projection toxique du crapaud Orénoque. Alors, ces 3 sorts-là, elle y a accès. Ils ont un intérêt plus ou moins fort en fonction de ce que vous voulez faire. Néanmoins, ils ont tous un intérêt assez important. Le mimétisme de manière évidente. Hein. La tête qui va lancer le sort de mimétisme va le lancer forcément sur elle-même, donc ça va booster qu'une des têtes. Par contre, ce sort va se cumuler à la constitution de base de l'aberration pour défendre. Et déjà que sur Scorpen, ça rendait le sorcier quand même assez tanky pour encaisser alors qu'il avait une constitution de 3, je vous laisse imaginer sur une aberration qui a déjà une constitution de 8 ou de 9. Quand vous rajoutez à sa valeur de seuil un bonus de plus 4 en défense au corps à corps ou de plus 6 contre les tirs, enfin, vous avez une aberration au tir, même au niveau 1, elle commence à 8 plus 6, 14 de seuil, sans même faire d'esquive ou de contre. Et elle commence à 12. C'est-à-dire que même un briscard qui a une force de 6, globalement, il a le même seuil d'attaque que le seuil de défense de cette tête. Donc c'est un sort qui coûte pas cher, qui est facile à lancer, et qui va rendre l'une des 2 têtes extrêmement tanky. En tout cas, le seuil de défense va être très compliqué à atteindre, va monter énormément, et donc ça va la protéger très fort. Et ça va permettre de protéger l'une des têtes le temps de pouvoir lancer des sorts. Projection toxique, personnellement je suis un peu moins fan, parce qu'il coûte assez cher en points d'action, et ça reste une attaque de tir à une distance relativement modérée. Et bon, ça empoisonne, mais l'aberration a d'autres capacités entre ces anomalies, ces capacités pour empoisonner un adversaire. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, ça fait au moins une capacité de tir à distance. Voilà. Et de Profondis, alors lui, il peut être très fort. Hein. Il coûte pas très très cher finalement en coût d'achat. La difficulté est assez élevée, mais comme on a vu, avec un mental de 5 voire de 6, c'est pas impossible de lancer ce sort-là avec l'aberration. Et ça permet d'avoir une portée limitée. Donc c'est un sort qui peut taper dès le premier tour sur un briscard inverse. Et soit lui faire mal très fort, soit s'il est déjà blessé, le finir. Voilà. Donc c'est un sort, il peut s'envisager. Parce que ça permet de créer une menace à très grande distance sur cette aberration qui n'en a pas énormément. Comme on a vu au niveau des corps, hein, de ces cartes de ces capacités de membres, il n'y a aucune capacité à distance de base. Voilà. Donc ça, c'est les sorts un peu dédiés, spécifiques. Après, à côté de ça, il y a tous les sorts de base de la symbiose. On va pas tous les revoir vraiment, hein, vous pourrez regarder dans le bouquin, mais il y a quand même quelques combinaisons qu'on peut voir. La première, c'est avec harmonie temporelle. Harmonie temporelle, c'est un sort qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est très puissant avec cette aberration, puisque ce sort permet d'augmenter d'un tour la durée d'un sort. Et avec les sorts comme célérité, invulnérabilité ou peau de roc, c'est très fort puisque c'est des sorts qui durent un tour, et ça va permettre à l'aberration, dès le premier tour, de lancer l'un de ces sorts-là au choix. Vous lancez harmonie temporelle derrière, et donc le sort va durer 2 tours. Ce qui fait que après, l'aberration va pouvoir relancer le sort-là sur un autre membre. Et donc potentiellement à partir du tour 2, si vous faites harmonie temporelle avec invulnérabilité par exemple, vous avez 2 membres de l'aberration qui ont -2 à tous les dégâts. Et ça, bien sûr, ça se cumule
avec les capacités du membre de l'aberration. On prend par exemple un membre de roche qui a déjà -2, ben avec invulnérabilité ou peau de roc, si vous voulez que au corps à corps, ben vous avez un membre qui fait -4 à tous les dégâts subis. Bref, vous avez un membre qui va tanker extrêmement fort, qui va prendre les dégâts, même si le seuil de défense est passé. Et ça marche très bien aussi pour défendre le corps. Parce que l'une des capacités que vous pouvez avoir, c'est que quand les membres ont encore des points d'action, et que vous êtes par exemple au corps à corps, vous ne voulez pas prendre une contre-attaque, bah vous attaquez le corps. Comme le corps, on a vu, n'a pas de point d'action, il ne peut pas faire de contre, il ne peut pas faire d'esquive. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer de passer le seuil un peu plus facilement, avec un peu moins de risque en tout cas de contre dans la tête de votre briscard. Mais bah, la règle des aberrations, c'est que si une attaque passe sur le corps et qu'il y a encore un des membres autour qui est en vie, ce membre-là peut être choisi pour prendre les baffes à la place. Et si vous avez un membre qui a invulnérabilité sur lui, par exemple, et que c'est un membre de roc, et ben il dit je prends les dégâts et je diminue de 4. Et vous pouvez aller encore plus loin. Si c'est une attaque de corps à corps et que vous lui avez mis invulnérabilité et peau de roc, et que c'est un membre de roche, et que c'est une attaque de corps à corps, vous arrivez à -6 de dégâts. Vous vous rendez un peu compte là, un peu des combinaisons possibles entre les caractéristiques à seuil élevé de l'aberration et ses capacités à absorber les dégâts. Donc, même quand il reste, on va dire, une tête pour lancer des sorts et plus qu'un seul membre pour protéger le corps, il va falloir faire des gros seuils et des gros dégâts, via notamment par exemple des critiques, pour essayer de détruire le corps s'il y a encore tous ces sorts qui sont en place. Célérité, j'en parle, parce que c'est un sort qui est quand même important. Comme on l'a vu, les jambes ont un mouvement que de 1 chacune, donc l'aberration se déplace de 2 brasses, au maximum quand tout va bien, et elle n'a quasiment aucune capacité à distance. Ce qui fait que l'aberration, pour devenir menaçante, doit se déplacer le plus vite possible au corps à corps, engager le plus vite possible. Le sort célérité ne coûte pas très cher, et dans le premier ou le deuxième tour, peut avoir un intérêt pour pouvoir se déplacer rapidement sur la table, pour aller engager les briscards adverses rapidement, pour devenir rapidement menaçante. Donc le sort célérité peut être intéressant. Il y a d'autres combinaisons, hein, bien évidemment, je ne vous en parle pas tous, hein, je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Je parlerai quand même des sorts de soins, hein, notamment le sort de régénération, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le sort qui permet de transférer des points de dégâts du membre ciblé à un autre, ou l'autre sort de soin auquel a accès aussi l'aberration, qui va permettre à cette aberration de se soigner. Et là, on voit vraiment la force via la magie de cette aberration et de ses capacités de base de se soigner de base ou de réduire les dégâts, combinés à des sorts de protection, des sorts de mouvement et des sorts de soins. On se rend bien compte que cette aberration-là, à terrasser, va être très compliquée, puisque si vous la détruisez pas rapidement, grâce à la magie, elle va très vite pouvoir se protéger et se rendre des points de vie. Et comme si ça ne suffisait pas, cette petite aberration a des capacités. Donc des capacités de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Ces capacités-là, globalement, sont de 3 types. Il y a la capacité dont on va parler très rapidement, c'est une capacité presque commune à toutes les aberrations, qui va être d'invoquer des anomalies, gratuitement au lieu de lancer des sorts, etc. C'est des capacités qui sont très intéressantes pour cette aberration, comme on l'a vu, puisque les anomalies vont avoir pour but de balancer du poison un peu partout, de pourquoi pas générer de la menace dans les premiers tours, notamment avec l'anomalie champignon, qui va permettre de tirer à distance, et au premier tour, par exemple, avoir une ou deux anomalies champignons qui va se déplacer et tirer sur les briscards adverses, ça va permettre de faire une menace assez rapide. Donc c'est des capacités qui sont bien. Mais c'est pas ses principales. Globalement, il y a deux autres types de capacités. Il y a ce que je vais appeler déjà, et là ce que vous pouvez voir, les capacités d'attaque à distance. C'est simple, c'est les seules capacités de cette aberration pour avoir des menaces à distance. Ces capacités, au niveau 1, sont relativement faibles, il faut l'avouer.
projection d'écorce, pour prendre l'exemple, est un bon exemple, puisque ça fait des projections avec un seuil de 12, donc c'est pas trop facile à défendre, mais finalement ça fait qu'un point de dégâts. Donc même si vous avez entre guillemets de la malchance et que vous prenez les 1 des 5 qui font 5 dégâts d'écorce et que vous avez 5 attaques, au maximum si vous défendez aucune, chacun de vos brésiards va prendre 5 points de dégâts. Et encore une fois, il y a une portée de 4 brasses, donc il faut déjà être relativement proche de l'aberration. Donc si vous êtes loin, vous risquez rien. Et puis 5 points de dégâts, c'est pas grand chose. Par contre, ça peut être embêtant parce que comme c'est 5 attaques, jusqu'à 5 attaques de tir, si vous avez une armure, ça fait 5 fois un jet d'armure pour 1 point de dégâts. Et donc ça peut détruire rapidement les armures. Donc ça, notamment, je pense au Kinter et tout, ça peut être une capacité qui est un peu, on va dire, situationnelle, mais qui peut endommager beaucoup d'armure d'un coup. En dehors de ça, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, il y a d'autres capacités au niveau 2 et au niveau 3 d'attaque à distance qui sont beaucoup plus dangereuses. Parce que, généralement, ces attaques de niveau 2 et niveau 3 n'ont pas de portée, comme le lancer de roc au niveau 2. Vous choisissez un briscard sur la table, même s'il est à l'autre bout de la table, et il va se prendre un rocher dans la gueule à 2d6 plus 1 dégât. 2d10 plus 1, là, ça fait un peu moins rigoler que potentiellement 1 à 5 points de dégâts. Et en plus, portée limitée. A priori, pas besoin de ligne de vue. Et au niveau 3, là, on parle complètement d'autre chose, puisque vous avez par exemple, entre autres, l'ouragan de pierre, et il y en a d'autres, qui fait que globalement, tous les briscards sur la surface de jeu vont lancer un dé, et sur un 5 ou moins, il s'est pris des pierres dans la tête et il doit faire un Shiver Me Timber. S'il échoue, il va perdre 1 des 10 plus 4 dégâts. Donc là, et en plus c'est des dégâts de feu. Donc là, vous avez la double peine, c'est que vous réussissez ou pas votre Shiver Me Timber, vous vous retrouvez avec un briscard qui n'a plus de point d'action. Et généralement, c'est pas bon signe. Et en plus, s'il le loupe, il va prendre des dégâts et des dégâts de feu. Avec forcément le test de morale lié au feu qui en découle, même si vous avez pris que 1 point de dégâts. Et en fonction de votre bande, de votre faction, les dégâts de feu, le mental, le moral, c'est pas forcément votre meilleur atout. Donc il y a des capacités comme ça, autant l'aberration au niveau 1, ces capacités à distance, elles sont très faiblardes, donc ça ne sera pas une menace, vous aurez au final très peu de menaces à distance. Par contre, quand vous allez arriver niveau 2 ou niveau 3, l'aberration symbiotique aura potentiellement un petit peu plus de répondants à distance. Après, il faut nuancer, c'est 1 ou 2 capacités sur l'ensemble du paquet. Il ne va pas vous balancer ça à tous les tours et à chaque activation. Et puis en plus, il faut qu'il l'ait dans les mains. Bon, après, si vous jouez contre une aberration de niveau 3 en mode légendaire et que l'adversaire a toutes les cartes dans les mains, là forcément, vous risquez de prendre un peu très cher dès le premier tour. Mais là, c'est vous qui avez choisi de jouer en mode légendaire niveau 3. Et à côté de ces capacités qui vont un peu compenser ce manque d'attaque à distance, il y a, parce que ça ne suffisait pas, des capacités de soins. Bah oui, déjà qu'elle encaisse bien, qu'elle a beaucoup de sorts de protection et des sorts de magie. En plus, elle a des capacités de niveau 1, 2 et 3 de se soigner. Et, même mieux que ça, de régénérer. Puisque comme on le voit là, il y a ça, c'est l'aberration va se retrouver avec des cartes qui vont lui permettre de récupérer des points de vie, même sur un membre que vous avez détruit. C'est-à-dire que le membre, il est tombé, vous l'avez fait tomber à 0 point de vie, vous vous dites c'est bon, il y a par exemple plus de bras de bois qui fait des dégâts de zone, et pas de bol, hop, il balance régénération même de niveau 1, et le membre revient avec un des 10 points de vie. Et puis s'il avait une activation de tête encore de disponible, rien ne l'empêche après de relancer des sorts de protection et de soins pour lui remonter les points de vie. Ça c'est déjà au niveau 1. Au niveau 2 et au niveau 3, c'est encore pire, puisqu'au niveau 3, c'est toujours les membres de bois pour régénérer. Par contre, il est comme neuf. C'est-à-dire que même s'il avait 0 points de vie, il revient avec la totalité de ses points de vie. Et
C'est à cause de ces capacités de soins qu'on est très embêté. Parce que globalement, les membres de bois sont plus faciles à détruire que les membres de roche, puisqu'ils réduisent pas les dégâts que vous allez leur infliger. Et vous avez vraiment envie, quand vous attaquez un membre de bois, de le détruire d'un coup. Sauf qu'il y a ces capacités de régénération qui leur permettent de revenir. Et vous avez le choix après, est-ce que vous allez attaquer plutôt un membre de roche qui va réduire les dégâts, mais donc il va falloir mettre beaucoup plus de dégâts pour arriver à les détruire, mais vous savez qu'une fois qu'il est détruit, il ne reviendra pas. Voilà. Et puis après, ça va aussi dépendre des sorts qu'il y a, etc. dessus. Voilà un petit peu pour la vision globale de cette aberration. Pour faire un petit tour, globalement un résumé, hein, vous avez compris, globalement, des grosses capacités à encaisser les dégâts, de grosses capacités à se soigner. Ça, c'est vraiment dans la grande force. Donc au final, une très grande résilience, une grande capacité de magie, avec de la magie puissante et de nombreux points d'action. Hein, je rappelle, magie de soin et de protection, 12 points d'action à lancer en magie là-dedans, potentiellement. Ça peut être énorme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une force de frappe au corps à corps assez monstrueuse, avec 3 bras qui peuvent faire 1 des 10 plus 3 dégâts, 2 des 10, voire 1 des 10 dégâts de zone. Donc les bras vont faire que ça va taper très fort, mais même un coup de boule ou un coup de pied au corps à corps, enfin un coup de boule avec constitution moins 2 dégâts, quand vous avez une constitution de 8 ou de 9, ben ça fait quand même un coup de boule qui fait 6 ou 7 de dégâts. Hein, c'est pas rien. Par contre, le coup de pied, il faut avouer quand même, le coup de pied, c'est dextérité moins 1, je crois, avec une dextérité de 3, bon, ça fait des baffes à 2. C'est pas ce qui va faire le plus de dégâts. Voilà. Et en plus de tout ça, dans les forces, les anomalies, qui sont extrêmement complémentaires de cette aberration, puisque bien utilisées, elles vont former une véritable épine dans le pied des briscards, en générant des menaces dès le premier tour, en générant du poison, et que si c'est non géré et que vos briscards sont déjà empoisonnés dès le tour 1, et ben vous allez avoir des briscards au tour 2, au tour 3, au tour 4 qui vont se retrouver avec moins 1, moins 2, moins 3 à toutes leurs caractéristiques face à une aberration qui va avoir, elle, des seuils de défense extrêmement élevés grâce à ses capacités de base, ses caractéristiques et les sorts. Et donc si vous n'arrivez pas à gérer le poison via vous-même des sorts de soins ou via des cataplasmes pour enlever le soin, etc., ou des capacités de certains briscards, par exemple le Rutor, hein, avec son tonnelet, vous allez vous retrouver avec une bande qui, chaque tour, va avoir beaucoup plus de difficulté à passer les attaques. Et vous allez vous retrouver finalement avec une aberration de plus en plus tanky et impossible à taper en dehors d'une réussite d'un coup critique. Voilà. Donc ça, c'est les grandes forces de cette aberration. Néanmoins, elle a quand même quelques faiblesses, heureusement. La première, c'est quasiment aucune capacité à distance. Hein, comme on l'a vu, sauf si le joueur de l'aberration va acheter, se procurer quelques sorts de dégâts à distance, et finalement, en symbiose, il n'y en a pas dans les sorts génériques. Il y a juste le 2 profondis et le crachat toxique qu'elle peut potentiellement avoir. Après, le crachat toxique a une portée assez faible. Donc si vous restez à distance, à part le 2 profondis qui a une portée limitée, mais il faut quand même voir la cible, vous n'avez aucune menace magique à distance, aucune capacité de tir à distance, sauf ces fameuses cartes de capacité. Et encore une fois, si vous avez affaire à une aberration de niveau 1, les cartes de capacité et de tir à distance ont une portée relativement courte. Donc tant que vous restez éloigné, ça passe. Après, au niveau 2, niveau 3, c'est un petit peu différent, mais il n'y en a quand même pas énormément. Hein. C'est même au niveau 3, je crois qu'il y en a 3 ou 4 des capacités comme ça. Donc ça fait 3 ou 4 tours où il faudra encaisser ça, et puis après, ça sera fini. Voilà. Toujours par rapport à ça, c'est une aberration qui est extrêmement fragile, entre guillemets, par rapport au tir. Elle n'a aucune capacité pour contrer un tir adverse. C'est-à-dire que les attaques de tir comme de corps à corps vont lui faire les mêmes dégâts. Elle a les mêmes seuils.
Sauf, exception faite, si elle utilise le sort de mimétisme sur un membre. Et encore une fois, c'est un seul membre. Si l'une des têtes a mimétisme, bah, rien ne vous empêche de tirer sur l'autre tête ou de tirer sur un bras ou sur une jambe. Voilà. Donc le tir, globalement, c'est votre ami. Principalement parce que quand vous tirez, même si vous vous plantez, bah, dans le meilleur des cas, l'aberration va faire une esquive pour défendre, mais vous ne pourrez pas prendre un contre dans la tête. Et vous risquez pas de prendre une contrepartie avec une baffe, etc. Donc le tir ne vous menace pas directement et potentiellement vous allez arriver à faire des dégâts. Elle est sensible en tout cas pour les membres de bois au feu. Donc c'est une chose qui peut s'utiliser aussi. Et toujours par rapport au tir, l'artillerie. C'est globalement les dégâts de zone. Elle est extrêmement sensible aux dégâts de zone, puisque l'ensemble des membres de cette aberration se trouvent sur le même socle. Donc une attaque de zone va toucher la totalité de l'aberration, la totalité de ses membres. Donc tous vos briscards qui ont des attaques de tir ou de corps à corps à distance, enfin de tir ou de corps à corps de zone, je pense notamment à l'artillerie, mais il y a aussi, je crois, un ou deux tireurs Sundar, par exemple le grenadier Sundar qui a sa grenade de tir à distance. Vous avez pas mal de colosses, notamment le colosse tuléen, qui tape au corps à corps en zone, etc. Toutes ces attaques-là vont potentiellement infliger des dégâts à toute l'aberration. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Vos tirs à distance, c'est parfait, hein. Grenade du Sundar, il y a d'autres tirs comme ça à distance qui peuvent fonctionner. L'artillerie, dégâts de zone, là, vous risquez rien en contrepartie. L'aberration va plus ou moins bien réussir à se défendre. Elle va peut-être claquer des points d'action, etc. pour se défendre ou utiliser la dislocation pour le tir d'artillerie, ce qui lui consommera des points d'action. Et ça va potentiellement faire beaucoup de dégâts d'un coup. Par contre, au corps à corps, hein, pour reprendre l'exemple du colosse tuléen, bah, si vous faites un dégât de zone, chacun de ses membres va pouvoir faire une défense. Si vous arrivez la fleur au fusil, ou plutôt le tronc d'arbre sous le coude, dès le premier tour, vous foncez dans le tas de l'aberration, qui a tous ses points d'action, bah, vous avez les trois bras, les deux pieds et les deux têtes qui vont potentiellement vous faire un contre. Rien qu'avec les trois bras, si les trois contres si l'attaque est défendue avec les trois contres, vous allez prendre une attaque qui fait 1 des 10 dégâts de zone, plus 2 des 10 dégâts, plus 1 des 10, plus 3 dégâts. Plus les deux coups de boule de la tête, plus potentiellement les deux coups de pied. Ce qui fait que votre colosse tuléen, si toutes les défenses passent parce que vous faites un seuil pas top top et qui fait des contres à fond, votre colosse tuléen, il se fait one shot. Hein, je pense que même Duncan l'Ancien ou son rival, j'ai oublié le nom, le plus gros colosse Ictien ou même Selk, je pense que full contre dans la tête et tous les contres passent, il prend potentiellement en moyenne 30 à 40 dégâts. Donc votre colosse, il tombe quasiment instantanément sur une seule de ses attaques. Alors certes, l'aberration, elle a claqué plein de points d'action, mais vous avez perdu un nouveau colosse, ce qui est un peu dommage. Donc pensez bien que si vous engagez au corps à corps, regardez bien si le membre que vous tapez, ou les membres que vous allez taper, ont encore des points d'action. Et on en vient à une autre faiblesse de cette aberration, c'est que chacun de ces membres n'a pas énormément de points d'action. Et chacune de ces attaques, je pense notamment au bras, coûte très cher. Beaucoup de points d'action. À chaque fois, chacune de ces attaques, je crois que c'est 3 points d'action. Sauf pour l'un des membres de bois. Mais voilà, si vous arrivez à consommer énormément de points d'action via des défenses au tir, etc., ou que vous sacrifiez un briscard en attaquant un membre en disant bon pas grave je vais prendre un contre ou deux sur le briscard là mais derrière il a plus de points d'action, après vous allez pouvoir vous déchaîner. Tant que cette aberration a des points d'action, elle est très violente au corps à corps, mais les points d'action, 6 points d'action, voire 7 par membre, ça descend très vite. Un contre, c'est 3 points d'action. Donc après, une fois que les points d'action sont descendus, elle ne peut plus trop se défendre, et donc vous vous retrouvez dans une position assez favorable. Et moi, ce que je vous conseille, même si ça marche moins bien pour faire des dégâts, si vous voulez détruire et qu'il y a des points d'action de partout, tapez le corps. Alors certes, il pourra rediriger les dégâts sur le membre qu'il veut, mais en tapant le corps, il n'y a pas de contre possible. Il vaut mieux ça
que de taper sur un bras qui va vous contrer, va vous foutre une baffe à 2d10. Mais jouez sur la consommation de points d'action. Hein, si vous avez des capacités qui permettent de diminuer les points d'action adverses. Alors je pense par exemple au Kintor avec le contrôle d'identité. Après, de tête, je ne sais pas si c'était marqué que c'est sur un briscard adverse. C'est sur un briscard, comme l'aberration n'est pas un briscard, ça marche pas. Mais si c'est juste marqué sur la cible adverse ou sur l'adversaire, bah, vous pouvez, c'est bizarre, mais vous pouvez faire un contrôle d'identité sur l'aberration, quoi. Forcément, si elle cherche ses papiers, elle va avoir du mal. Mais toutes ces capacités qui vont permettre de consommer les points d'action adverses, ça peut être très fort sur une aberration. Voilà. Et autre chose qui va bien avec le fait qu'elle est très faible au tir et très vulnérable au tir, c'est que c'est une aberration qui est très lente de base, si elle n'a pas le sort de célérité. Parce qu'un mouvement de 2, on a le temps de la voir venir. Même si à chaque activation d'un membre, elle va pouvoir faire un mouvement qui compte, qui va consommer des points d'action, elle va se déplacer de 2 brasses, puis de 2 brasses, puis de 2 brasses. C'est-à-dire que il va lui falloir quand même pas mal de mouvements pour avancer au milieu de la table ou vers vos briscards. Et entre-temps, vous, avec vos propres briscards qui se déplacent de 3, 4 ou 5 brasses, vous allez pouvoir vous disperser, l'entourer et surtout vous disperser pour empêcher l'aberration d'engager plusieurs de vos briscards en même temps. Et permettre à vos tireurs surtout de s'éloigner pour tirer dessus. Voilà. Voilà, c'est un peu ça sur les forces et les faiblesses. Après, moi, les conseils que je peux donner pour un joueur qui voudrait s'essayer à jouer l'aberration, qui est encore novice, qui ne connaît pas trop, il ne faut pas hésiter à commencer, à invoquer ou à jouer avec en recrutant en fait des anomalies. C'est que les anomalies de cette aberration, clairement, leur but c'est des minions. Hein, ils sont sacrifiables. Mourir, ça entraîne pas de test de morale. Hein, on rappelle, l'aberration et l'anomalie, elle est immunisée au test de morale, elle n'a rien à foutre de mourir. Et donc, voir ces minions mourir n'a aucune influence, même entre minions. Donc, vous jouez vos minions, vous les envoyez au casse-pipe, même s'ils traversent la moitié de la table et qu'ils ont quasiment plus de points d'action, ou plus de points d'action sur l'adversaire, ça va quand même répandre du poison sur les briscards adverses. Ces briscards vont devoir claquer des points d'action pour soit détruire les anomalies, soit pour sortir de la zone d'effet du poison de l'aberration. Et donc, tous ces points d'action-là, qui sont balancés sur les minions, c'est des points d'activation, des points d'action qui ne sont pas envoyés sur l'aberration. Donc, les anomalies, surtout l'anomalie champignon, va se déplacer un peu plus vite que l'aberration elle-même. Et donc, ça va permettre d'aller engager, par exemple, les tireurs adverses. Et de les empêcher de tirer dès le premier tour assez facilement sur votre aberration. Voire pourquoi pas engager le canon adverse, qui va être un petit peu plus embêté. Voilà. Et d'utiliser au fur et à mesure de la partie votre magie pour invoquer d'autres anomalies et vos cartes de capacité pour en invoquer d'autres. Une fois que vous êtes rapproché, vous pouvez vous invoquer par exemple justement des anomalies bûchettes qui vont commencer à taper. Hein. Genre je l'invoque exprès un petit peu en dehors de la zone de charge, enfin de la zone de contrôle de l'adversaire. Je charge avec et paf, je fous des baffes à 8, je l'empoisonne, etc. Plus vous allez répandre le poison chez les adversaires, plus vous allez réduire sa capacité à menacer, à être menaçant en tout cas pour votre aberration. Parce que même un colosse qui a -2 ou -3 toutes ces caractéristiques, bah tout de suite, hein, quand il avait une force de 7 par exemple, il passe à 5, voire à 4. Et quand il fait des buffs avec un seuil de 8 ou même de 10, et que vous-même vous avez une défense avec une caractéristique, une constitution de base de 8 ou 9, globalement, vous avez de fortes chances d'arriver à défendre même des buffs de colosse. Même sans claquer de points d'action. Voilà. Alors si en plus vous faites un contre et que vous avez une force de 10 avec une dextérité de 4, le colosse il vous tape à 8 parce qu'il est empoisonné avec sa force ou même à 10 et vous allez vous défendre avec un seuil de 14 au maximum au niveau 3. Donc vous avez de fortes chances que non seulement vous allez défendre l'attaque et en plus infliger une attaque au colosse adverse. Voilà. Et ça, c'est une autre chose à voir, c'est votre gestion des points d'action. Oui, c'est amusant de claquer vos 6 points d'action pour faire 2 grosses attaques de zone ou 2 grosses baffes avec vos bras.
Mais si vous faites ça et que vous n'avez plus de points d'action, votre adversaire va s'engouffrer dans la brèche et va vous détruire le membre qui n'a plus rien pour se défendre. Hein. Ne serait-ce que garder 2 points d'action pour faire une esquive, ou mieux, 3 points d'action pour faire un contre, ça fait réfléchir. Parce que si vous engagez la bande adverse et que vous avez 2, 3, 4 briscards dans votre zone de 2 brasses, hein, vous avez quand même un socle qui fait 2 brasses et une zone d'effet de 2 brasses. Donc globalement, vous avez une zone qui est immense. Et si vous gardez ne serait-ce que 3 points d'action sur votre bras qui fait des dégâts de zone, l'adversaire, il va y réfléchir à 2 fois avant de taper. Parce que si vous arrivez à faire un contre avec ce bras-là, c'est tous ces briscards qui vont prendre une baffe derrière. Et ça va faire réfléchir l'adversaire qui va avoir beaucoup plus de difficultés en fait à vous menacer. Et le temps, c'est ça, hein, le temps, les tours jouent pour vous. Entre vos capacités de sort, vos capacités de protection, vos sorts de soins, vos sorts de protection et le poison qui se répand chez l'adversaire, vous savez que chaque tour qui passe, c'est l'adversaire qui s'affaiblit. Alors que vous, potentiellement, même si vous perdez un bras, de bois notamment, ou un pied ou une tête, vous pouvez, grâce à la capacité, la régénérer. Et elle revient. Donc le temps joue en votre faveur. Et il faut savoir être patient avec cette aberration. Voilà. C'est un autre conseil que je peux vous donner. L'autre conseil important, c'est, comme la magie, est très important. Investissez un certain nombre de points dans des sorts. Réfléchissez bien aux sorts que vous voulez acheter. Alors oui, hein, on peut très bien acheter tous les sorts. Allez hop, je prends 10 sorts avec mon aberration. Et elle a beau avoir 12 points d'action, il n'y en a quand même pas assez pour lancer la totalité des sorts. Donc, orientez votre aberration. Testez des choses. Est-ce que vous voulez une aberration ultra tanky avec peau de roc, invulnérabilité, harmonie temporelle par exemple, et puis je vais blinder en sort de protection pour me rendre super endurant. Et comme ça, je protège mon corps. Ou au contraire, est-ce que vous voulez avoir plein de capacités de protection, de soins, par exemple avec mimétisme, régénération, transfert de dégâts, hein, qui d'ailleurs peut être très drôle si vous faites un critique, puisque vous transférez les dégâts sur un briscard adverse, par exemple. Voilà. Voilà, il y a des possibilités. Est-ce que vous voulez aussi, par exemple, avoir un petit sort de dégâts à distance pour menacer un peu les briscards adverses avec de profondis, par exemple? Ça peut toujours être sympa. Mais il va falloir réfléchir à ça en amont, au moment où vous voulez jouer votre aberration, comment vous voulez l'orienter. Tester. Il n'y a pas forcément des choses plus fortes que d'autres, hein. Honnêtement, les sorts de soins, c'est très bien. Mais les sorts de protection, c'est très puissant aussi. Et puis avoir un petit 2 profondis ou un petit sort de dégâts comme ça à distance, ou un sort de célérité pour engager direct, c'est des options qui sont tout à fait valables, que ce soit pour une aberration de niveau 1, 2 ou 3. Et le pendant de tout ça, c'est que si vous investissez beaucoup de soins, de coûts, de pièces d'or dans vos sorts, il faut pouvoir les lancer. Donc, quoi qu'il arrive, pensez à protéger au moins l'une de vos têtes. C'est-à-dire que si votre adversaire voit que vous avez plein de sorts et que vous jouez beaucoup là-dessus, s'il détruit vos 2 têtes, bah, vous n'avez plus de quoi lancer de sorts. Et ça peut être l'une des faiblesses, c'est que votre force, elle est dépendante de votre capacité à lancer des sorts. Et donc, il faut garder une tête en vie. Alors, certes, vous pouvez régénérer la tête de bois avec les capacités de régénération. Encore faut-il avoir la capacité dans la main au bon moment. Voilà. Mais pensez dans votre optique à protéger la tête. Voilà. C'est pour ça que moi je trouve que le sort de mimétisme, il vaut vraiment rien. Il est facile à lancer. Et pour protéger l'une de vos têtes, c'est très bien. Moi je vous le conseille. Après, on peut s'en passer. C'est pas obligatoire. Mais c'est quand même très bien. Après, mimétisme, ça ne vous protège pas non plus de manière formidable contre un colosse ou même un Pingu qui fait un quadruple critique. Hein, si d'un seul coup la valeur de seuil de l'adversaire est de 45, ben, c'est pas le plus 6 au tir avec votre constitution qui va réussir à défendre l'attaque. Hein. Voilà, c'est une protection, mais c'est pas heureusement quand même l'adversaire, il peut quand même passer à travers. Voilà. Mais ça, c'est une chose importante. Et de la même manière, essayez de protéger au moins l'un de vos pieds. C'est que votre aberration
n'a aucune capacité pour se téléporter, pour sauter, etc. Elle a besoin de ses jambes pour se déplacer. Une fois qu'elle a perdu ses deux jambes et que vous n'avez pas de capacité à la régénérer, parce que vous n'avez pas les cartes dans votre main, votre aberration est immobile. Et si en face, il y a un canon et 3 tireurs, eh ben, le canon et les 3 tireurs, ils peuvent se mettre à 2 bras ennemis et vous tirer dessus. Et vous n'avez absolument aucune capacité pour aller les menacer. C'est-à-dire que, typiquement, les briscards adverses, si vous détruisent vos deux jambes, votre aberration ne se déplace plus. Et comme c'est une aberration qui, à part une ou deux capacités, surtout au niveau 2 ou 3, peut être menaçante un petit peu à distance, vos 3 bras ne peuvent plus taper. Vos sorts, c'est quasiment que des sorts de protection ou de soins, donc vous ne pouvez pas les menacer avec vos sorts. Et vous êtes complètement vulnérable et incapable en fait de faire de dégâts. Donc, globalement, généralement, l'aberration symbiotique, c'est le percer de jambes et qui a encore une grosse force de tir à distance. C'est la fin de l'aberration puisqu'il a quasiment plus aucun moyen d'aller attaquer les briscards qui eux vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc ça, c'est une autre grosse faiblesse. Donc pareil, s'il faut protéger, pensez aussi à protéger une de vos jambes, surtout que ces jambes n'ont quasiment aucun point d'action. Donc avec 4 points d'action, au mieux ça peut faire 2 esquives, et après les 2 esquives, ça défend uniquement avec la constitution. Elle est élevée, la constitution, mais c'est pas suffisant. Voilà. Un autre conseil aussi que je peux faire, par exemple, et ça marche par exemple pour toutes les aberrations, c'est n'oubliez pas, avec un de vos bras, par exemple, de claquer un point d'action pour protéger le corps, pour l'écranter avec la règle spécifique. Ça permet d'augmenter la valeur de défense de votre corps de manière passive jusqu'à la prochaine activation de ce même bras. Ça, c'est simple, c'est efficace, ça coûte quasiment rien. Et comme je l'ai dit, souvent l'adversaire, si vous avez gardé beaucoup de points d'action en défense sur chacun de vos membres, il va avoir plutôt tendance à essayer d'attaquer votre corps pour éviter les contres, notamment au corps à corps. Et donc dans ce cas-là, vous écrantez avec un bras par exemple, et puis ça va augmenter le seuil. Voilà. Votre aberration, elle doit avancer de manière agressive. La majorité de vos capacités, c'est des capacités de corps à corps. Il va falloir engager le plus vite possible. Les anomalies vont être là pour temporiser le temps que vous avanciez, mais il va falloir engager. Parce qu'une fois que vous avez engagé les adversaires, même si vous avez perdu vos deux jambes, si les adversaires sont engagés, vous pouvez quand même leur taper dessus. Ou alors eux, ils vont devoir essayer de se désengager, mais ça se défend. Voilà. Donc, essayez d'être agressif. C'est une aberration qui se doit d'être agressif. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en conseil sur cette aberration? C'est déjà pas mal. Je vous conseille de tester. Essayez des choses. Ça reste un mode de jeu qui se veut fun. Testez. Il y a des choses qui sont très fortes, d'autres qui sont plus fun, mais tout est très sympa à jouer. Voilà. Moi, maintenant, on a donné beaucoup de conseils pour les joueurs de l'aberration. Et maintenant, peut-être que les joueurs briscards veulent savoir un peu comment affronter. Alors, je vais déjà donner quelques pistes. La première, c'est effectivement sa faiblesse au tir. Si vous voulez vraiment arriver à vaincre cette aberration, et globalement, plus vous aurez de tireurs, plus vous aurez d'artillerie, de menaces à distance, plus le combat contre cette aberration sera simple. Ça va beaucoup orienter la difficulté du combat. Après, il faudra voir avec le scénario. Mais typiquement, si vous jouez une bande avec quasiment que des tireurs et des tireurs qui tapent très fort, pire avec beaucoup d'artillerie ou beaucoup de tirs qui font des dégâts de zone, vous allez avoir un combat contre l'aberration qui sera relativement facilité. Je ne vais pas dire simple, mais facilité. C'est plus au contraire, vous allez orienter votre bande ou vos bandes vers une orientation corps à corps, plus le combat sera compliqué pour votre bande. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Alors, c'est si vous découvrez, sincèrement, si vous tombez contre un joueur qui sait jouer l'aberration, je vous conseille de jouer un petit peu plus de tireur que de corps à corps. Ça va rendre le combat un petit peu plus accessible, faut avouer. Évitez aussi de rester groupé.
hein, parce que plus vous allez rester paquet, plus l'aberration aura de facilité à avancer vers votre groupe et à faire des dégâts de zone, notamment avec son bras, et à vous empiler du poison. Hein. Plus vous allez vous disperser, plus ça va être compliqué pour le joueur aberration avec ses anomalies, etc., de diffuser le poison et de faire les dégâts de zone. Ça, c'est une autre chose. C'est globalement vous disperser. C'est généralement un bon moyen d'éviter de prendre très cher très rapidement. Parce que sincèrement, moi j'ai déjà vu en une seule grosse baffe un des 10 de zone. Bah, pas de bol, si le joueur fait 10 dégâts et qu'il fait 2 attaques et qu'il fait quasiment à chaque fois 10 dégâts, bah, potentiellement c'est 20 dégâts de zone. Donc si vous avez toute votre bande dans les deux brasses, bah, tout le monde va prendre 20 points de dégâts. Enfin, 20 points de dégâts, potentiellement. Il y a une bonne partie des briscards qui sont KO. D'ailleurs, il y a pas mal de Sundar qui ont moins de 20 points de vie. Donc potentiellement, en une double activation de dégâts de zone, les figurines les plus faibles tombent. Et si vous perdez un tiers de vos activations sur une seule activation de bras adverse, ça peut faire très mal. De la même manière, hein, même si vous ne mourrez pas, mais que vous êtes engagé au corps à corps et que vous êtes dans les 9 derniers points de vie, ben, c'est des tests de morale à faire en chaîne. Alors, si vous en avez 3 ou 4, il y a fatalement 1 ou 2 tests qui vont se louper. Et c'est un peu embêtant. Puis on rappelle avec 2 profondis, si vous avez moins de 7 points de vie, 2 profondis, le sort, pouf, votre figurine est automatiquement, instantanément détruite. Voilà. Autre chose, il faut prioriser les membres vitaux de cette aberration. C'est que, effectivement, ça paraît compliqué parce que les bras font mal, donc les bras font peur, mais la principale force de cette aberration, ça vient de ses têtes et de sa magie. Une fois que vous arrivez à détruire les têtes et à couper l'apport en magie de l'aberration symbiotique, vous vous retrouverez quand même avec une capacité de soin et de protection extrêmement réduite. Donc vous aurez beaucoup plus de facilité à détruire le reste de l'aberration. Et de la même manière, si vous jouez beaucoup sur les tirs, vous pouvez prioriser l'attaque sur les membres inférieurs et immobiliser l'aberration pour ensuite la pilonner à distance. Ça marche bien aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est la magie. La magie, c'est pas parce que l'aberration a des règles spéciales contre la magie et qu'elle peut contrer la magie et que c'est assez aléatoire qu'il ne faut pas jouer sur la magie. Déjà, rien ne vous empêche de vous jouer vous-même des sorts de protection sur vos propres briscards. Hein, c'est des sorts qui ne ciblent pas l'aberration mais qui sont sur des alliés. Bah, ça marche très bien et l'aberration ne les contre pas de base, sauf avec annulation ou contre-sort. Mais vous pouvez vous-même lancer des sorts de boost sur vos propres bonhommes. Par exemple, les sorts qui rajoutent un des 5 dégâts ou qui augmentent de 2 les dégâts d'un briscard, par exemple. Ça peut être des très bons sorts ou des sorts qui réduisent de 2 les dégâts subis. Hein, peau de roc, etc. Ça peut être des très bons sorts. Mais surtout, moi, je vous conseille, contre l'aberration symbiotique, d'avoir un sorcier avec annulation. Parce que annulation, c'est très bien. Parce que dès que l'aberration en face va lancer un sort de soin, ou va lancer un sort pour protéger avec peau de roc, invulnérabilité ou harmonie temporaire, vous allez pouvoir potentiellement utiliser votre propre sorcier pour tenter d'annuler ce sort. Alors certes, vous ne pourrez pas annuler la totalité des sorts, mais vous pourrez annuler certaines combos, ou un sort que vous voulez absolument pas. Par exemple, je ne sais pas, il y a un bras ou une tête, il lui reste plus que 2 ou 3 points de vie, et il va lancer un sort de soin pour le régénérer à fond. Et ben vous pourrez dire, bah, je claque tout, et comme ça je l'empêche de lancer ce sort de soin. Ou alors je l'empêche de lancer peau de roc et invulnérabilité sur le même membre pour éviter qu'il ait moins 4 ou moins 6 aux dégâts subis. Voilà. Ça peut être une façon de contrer la magie. C'est un sort qu'on n'utilise pas beaucoup, mais c'est un sort qui est quand même très utile contre l'aberration symbiotique, et je vous engage à y penser. C'est que si vous utilisez un sorcier dans votre bande, ou dans l'une de vos bandes, contre l'aberration, pensez au sort annulation. Ça peut potentiellement vous sauver la vie. Parce que si vous voulez détruire un membre en particulier rapidement, contrer un sort en particulier, ou 2 qui vont le booster, ça change tout. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour toutes les conseils que je peux donner. J'espère que ce petit format vous a plu. Et je vais essayer de faire à peu près la même chose pour les deux prochaines aberrations, l'aberration totémique et après l'aberration alchimique. Voilà. Et donc ben, je vous souhaite bon vent sur les mers d'Entropia.